Bien le bonjour à toi, citoyen de l'unification. On est parti pour un super podcast. J'ai aujourd'hui dans le studio cette voix caractéristique de la Provence, mon co-scénariste, la Garigantée, le Mighty Mistral. Fabrice, bonjour. Bonjour à tout le monde. On est là pour un épisode un peu particulier. On va parler des allégeances. Ouais. Par quoi on va commencer, mon petit Fabrice? Alors, j'ai une première question. Le clan des Sept, qui sont ces héros? La guerre du premier choc, parle-nous des personnages qui ont construit ces allégeances. Alors les Sept, justement, c'est un mystère. Personne ne sait vraiment qui ils sont. Ils apparaissent sur le continent un peu avant la guerre du premier choc. Et ils vont réussir petit à petit à fédérer toutes les races contre l'ennemi commun qui est la bête. Excellent. Alors on a 5 hommes, une femme et un lycan. Leur rôle dans l'unification au moment de l'histoire, quand on démarre le JDR, tout le monde est en l'an 10. C'est ça, ouais. Ils ont fondé les peuples, en fait. C'est eux qui ont créé les peuples qui vont devenir l'unification. On va essayer de faire le détail des allégeances. Quand tu vas te retrouver, toi, joueur, face à Dernière Lune, tu vas devoir choisir une race, donc ça, c'est un truc qui t'appartient, il y en a 14. Puis après, tu vas devoir prêter allégeance, c'est-à-dire de nous expliquer comment tu souhaites combattre la bête. C'est ça. La première façon qu'on a de combattre la bête, c'est les Veld, les érudits, les gardiens du savoir. Qu'est-ce qui définit un Veld, Fabrice? Les Veld, c'est la culture, c'est les savoirs en commun, c'est toute la mémoire des peuples, en fait. C'est vraiment la mise en commun de tous les savoirs, et surtout de ne pas les perdre. Parce qu'avec l'apparition de la bête à l'ouest, et le carnage qu'il y a eu sur les baronnies féodales de l'ouest, l'ancien royaume d'Arcanis, l'ancien royaume humain, ils se sont aperçus qu'en fait, si on ne préservait pas les connaissances et les savoir-faire, tout allait disparaître. Alors, on a l'archétype d'un personnage érudit, savant, qui a des connaissances. Ouais. Son domaine de prédilection, c'est l'étude. Oui. Ok. Bah oui. Quel type de joueur va se plaire là-dedans? C'est des joueurs de lore, déjà. Ouais, c'est ceux qui aiment bien fouiller dans l'histoire, ouais, connaître l'histoire, connaître les petits secrets par-ci par-là, essayer de voir si les rumeurs sont vraiment fondées. Ouais, c'est les gens qui explorent les écrits, quoi. Alors moi, je pense que le Veld, c'est peut-être l'allégeance qui nécessite le plus de travail de la part du master pour aller soutenir son joueur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que le joueur connaît pas forcément toute l'histoire. Donc il va vraiment devoir se reposer sur son maître de jeu et c'est vraiment un jeu entre lui et le maître de jeu. Ouais, par exemple, où je vais prendre des joueurs qui vont voir un tas de cailloux, tu vois, des pierres amoncelées dans la forêt. Un Veld va voir des ruines de la civilisation saurienne, C'est ça, être capable d'estimer l'époque, de la dater, de se positionner sur le folklore, sur les traditions, les us et coutumes. Après, je pense aussi que pour les joueurs qui s'intéressent vraiment à l'or, c'est le peuple idéal, quoi. Ouais, qui va mettre en exergue la compétence Dernière Lune. C'est ça. Tu peux nous parler de cette compétence? Quand est-ce qu'on la sollicite? Généralement, quand on est face à un mystère, quelque chose qui a des liens avec l'histoire de Dernière Lune, donc on va demander au maître de jeu d'opposer ça à Dernière Lune, et c'est toutes les connaissances qu'il peut avoir sur les rumeurs, sur les légendes, sur les traditions, et puis sur les écrits aussi. Ouais. Très souvent, les Veld, ils savent lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est quoi la race à jouer qui fonctionne bien avec les Veld? Ouais. Les elfes, certainement. Ouais, on a envie de dire ça. La longévité qui permet l'étude et l'érudition. C'est vraiment une civilisation millénaire, donc c'est peut-être ceux qui ont préservé le plus leur savoir. Donc très certainement les elfes. Après, les humains, je pense. Les humains, puisqu'ils ont, eux, perdu beaucoup de choses avec la défaite des baronnies contre la bête. Et après, tu as tout plein de races sympas à jouer chez les Veld. Qu'on aime bien en fun, t'as le centaure un peu messager là, qui parcourt le continent, qui met des missives, qui change un peu d'axe, qui est un mec de terrain. C'est ça, ouais. Lui c'est vraiment le messager de guerre, quoi. C'est vraiment l'émissive complexe, celle qu'on doit amener sur les champs de bataille. Et maintenant, viens, on passe de l'autre côté du paravent. Qu'est-ce qu'on a comme PNJ marquant qui est cool aussi pour le master? Moi, j'ai envie de citer le troll Veld. Ouais, on en a beaucoup Veld, plaisanté, qui a été élevé dans une bibliothèque. C'est ça. Le gob qui va te foutre un bordel pas possible dans la bibliothèque, quoi. En méchant caché, le banni, qui a accès à des connaissances interdites, tu vois, et qui en fait assez rapidement mauvais usage. Carrément, ouais. Même le détourner. Bon,
On va pas parler des MAD parce qu'on va en parler en dernier, mais ouais, un MAD chez les Veld, ça peut être... Ouais, ça fout la merde. On aura l'occasion d'en reparler vers la fin du podcast. On garde ça pour la fin. Mais sinon, oui, Veld, c'est vraiment... Je pense les elfes et les humains, c'est les archétypes principaux pour les Veld. Ok. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous faire part de votre combinaison favorite, race, allégeance. Je te propose qu'on avance un peu et qu'on se positionne maintenant sur les fuels. Alors, ingénieur, maître de la vapeur, on a abandonné la magie, on a choisi ça. C'est ça, c'est des techniciens. Pourquoi rejoindre les fuels en tant que joueur? Qu'est-ce que tu cherches quand tu es joueur et que tu vas chez les fuels? Oh, l'inventivité, je pense, la bricole, imaginer des machines qui vont te péter à la gueule. Et puis c'est aussi, il y a aussi chez les fuels tout un rapport spirituel avec le dieu de la vapeur qui vient des anciennes traditions naines. Ouais, les exaltés, les mecs qui marquent leur chair. Qui sont persuadés que la vapeur est une entité divine et qu'elle a une action réelle sur ce qui se passe. Tu nous lances un peu dans quelques inventions en fait, fuel, tu vois, des exemples de technologies atteintes par le continent. Alors le plus évident c'est le convoyeur, grâce auquel on peut transporter les matières premières et aussi les individus, parce que la bête rôde de tous les côtés. On a aussi des golems à vapeur qui servent et pour l'extraction des minerais, mais aussi comme des engins de guerre. Ouais, puis qui permettent aux tout petits gabarits de rentrer au combat violemment aussi. C'est ça, c'est une puissance de feu pas négligeable. On peut imaginer un vermineux énervé qui joue la manivelle. Et puis à Tarkhan, il y a les balistes à vapeur qui ont une puissance de feu aussi contre la bête qui n'est pas négligeable. Globalement, la mécanique, comment ça marche? Ils ont leur petite chaudière à vapeur sur le dos, tous les fuels gros ont leur chaudière. Ouais, bah, la plupart ont leur chaudière portative. Il y a les grosses chaudières qui font marcher les gros engins. Ouais. Il y a des très très grosses chaudières pour Technicon. Mais après, la plupart du temps, oui, c'est des petites chaudières portables avec une petite vaporite dedans et tu espères que ça va pas te péter à la gueule. Ouais, les usages en jeu sont super cool, hein. On a distingué la bricole de la mécanique et c'est quelque chose quand même qui nous plaît, hein, la machinerie. Ouais, bah c'est ce qui fait un peu penser aussi à Mad Max, au côté Mad Max, hein. C'est la sueur, c'est les engrenages, c'est le bruit, puis je crois que je suis un amoureux même graphiquement de la combinaison bois et métal, tu sais, fourrure et piston, chaudière et tatou. Ça donne une certaine originalité à l'Heroic Fantasy. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir en fait. Allez, quelle race tu conseilles pour jouer fuel? Qu'est-ce qui s'intègre bien? Oh, les nains. Non, les nains, forcément. On t'a vu dans l'actual play, je pense que c'est le premier truc qu'on attend. La vapeur vient des nains, hein. C'est eux qui ont découvert à la base, à l'origine, la façon de se servir de la vapeur. Donc oui, les nains, les orques aussi. Ouais. En tout cas, des races qui sont capables physiquement déjà de porter la chaudière. Ouais, le matériel. Parce qu'il y a la chaudière, il y a le tonneau d'eau, parce qu'il faut. Bien sûr. Donc il faut que physiquement tu sois déjà assez costaud pour porter tout le matériel. Et puis, alors bizarrement, t'as les fées aussi. Ouais, j'allais dire, c'est cool que t'en parles. Je crois que moi, en tant que maître de jeu, c'est les meilleurs souvenirs de gameplay. C'est la fée fuel, c'est d'agresser le joueur dans le moteur, lui lâcher les pistons, lui envoyer la soupape. C'est la salle des dangers en mode les X-Men. Elle est dans un autre monde, quoi, la fée. Ouais. Puis elle en chie, tu vois. Nous, on a fait une partie avec un pote qui a joué une fée, c'était l'enfer, quoi. T'as fait que l'envoyer dans le moteur. Enfin. Ah ouais, non, oui, parce qu'elles sont là aussi, parce que leur petite taille leur permet de s'infiltrer dans les tuyaux et puis de nettoyer tout ça, quoi. Ouais, là il y a vraiment des trucs à jouer et puis c'est pas quelque chose qu'on avait trop déjà fait. Hein. Ça donne aussi une véritable utilité au fuel dans le combat, parce que tu imagines bien qu'une machine, une baliste à vapeur qui pète pendant le combat, quoi. Si t'as personne pour aller dedans pour la réparer, c'est pas embêtant. On passe de l'autre côté du paravent maintenant. En tant que master, c'est bénédiction. Ils ont toujours besoin d'un coup de main. Ils sont toujours dans la merde. Ouais. Ils ont le convoyeur en carafe. Ouais, ils ont pas les pièces, ils ont pas les ressources. Il faut le pilotage aussi. Oui, ça c'est un truc. Tu vas voir, maître de jeu, les fuels te sortent de là pour relancer tes quêtes assez vite. Hein, oui, mais après en même temps c'est intéressant aussi parce que le fuel à tout moment ça peut foirer. Donc c'est un élément comique aussi, et un inconvénient, oui. Oui, c'est comique et c'est aussi assez spirituel dans tout justement cette idée de dieu de la vapeur. Il y a quelque chose d'assez étrange
il y a des mecs qui sont persuadés que la vapeur leur parle, quoi. Donc ils peuvent partir dans des délires un peu particuliers. Hein. On avance maintenant à la nation marchande, les Ciféas. Les voleurs. Ouais, j'aurais pas dit ça. Ils ont fait vœu de faire prospérer le continent. Ils sont artisans, orfèvres, artistes, promulguent le verbe et l'espoir. Fabrice, quelle mentalité pour jouer un Ciféa? Ouais, j'exagère un peu quand je dis c'est des voleurs. Non, mais parce que, non, oui, parce que tu as les agriculteurs aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de commerçants. Après, Ciféa, c'est une nation qui a une idée de l'avenir, qui prépare l'avenir. Parce qu'on combat la bête, certes, mais après, s'il y a victoire, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ils ont l'intention, eux, de créer le monde d'après, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les Ciféas. Quand on a commencé dans notre carrière, je sais pas si tu te rappelles, ça a été un des trucs qui a marché tout de suite en grandeur nature. Oui. Ouais. On a vu beaucoup de mecs qui étaient là, ah ouais, cool, la nation marchande, qui essaient de te vendre tout et n'importe quoi. Et puis qui a très vite reflopé en JDR, quoi. C'est-à-dire qu'en JDR, tout le monde était là, attends, il y a des super trucs et tout, je peux jouer des licans, je peux faire des roulades, je peux conduire des véhicules à vapeur. Le marchand, en fait, dans un premier temps, pas mal boudé. Hein. Oui, parce que tu dis marchand, tu dis, ouais, mais en fait, il n'y a pas d'aventure. C'est quoi un marchand? Alors que dans les villes de dernière lune, c'est l'aventure à chaque coin de rue. Donc même un marchand, il peut vivre une aventure au cœur même d'une ville, quoi. C'est qui est bien aussi avec dernière lune, c'est que tu n'es pas obligé d'aller te mettre au frachant et de te confronter à la bête. C'est que à tout moment, tu peux vivre quelque chose et des expériences particulières, même avec un marchand. Alors, c'est quoi la race qui colle bien? Je dirais... Banni. Les bannis, on se régale. Banni, ouais. On se régale. Bien que c'est pas un peu mal vu chez les bannis d'être Ciféa. Si vraiment tu manipules, que c'est placé politiquement. Je pense que les manipulateurs, oui, parce que c'est vrai que Ciféa, c'est aussi la politique, hein, faut pas l'oublier. C'est contre les Veld, hein. Ouais. Il y a match, quoi. Ouais, là, c'est clair. Puis ils ont avec le Cénacle et tout ça, donc il y a quelque chose qui fait que... Bon, il y a quelques nains aussi. Quelques noms, ouais. Parce qu'avec les comptoirs de fer... Bien sûr, l'économie. L'économie, ça tourne bien. Quelques elfes, j'imagine. Ouais. Et puis des humains, évidemment, les humains sont toujours là. Hein. Alors moi j'ai un PNJ marquant en tête qui a été joué par Sergio, qui avait un point de vue super intéressant. Il a joué un très 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 vieil elfe, donc tu vois, centenaire passé, pour qui l'unification, si tu veux, c'est le dernier truc à la mode qui vient de sortir. Ouais. Il est incapable de dire le nom des sept correctement. Il est là, ouais, je suis un Cirella, un Ciméa, un Sicula, tu vois, il sait jamais. Il est là, ouais, c'est le truc des jeunes là avec les sept, tu vois, il nous a joué une espèce d'elfe corse, tu sais, genre qui ouais, forcément ayant vécu 100 ans, l'unification c'est un truc qui a 10 ans pour lui, tu vois, faut avoir du bagou aussi avec les Ciféas. Hein. Ouais, faut avoir du bagou. Faut pas hésiter à parler, hein. C'est un jeu particulier aussi. Hein. Ouais, faut se sentir, si t'as envie de jouer du verbe, de sortir l'éloquence. Après t'as aussi les vermineux, hein, Ciféas. Ouais, les artisans. T'as tout l'artisanat. Hein. Donc c'est intéressant, mais les vermineux aussi. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, moi, il y a pas mal de races que je trouve sexy en artiste. Tu vois, ce que tu veux, les sauriens, les trolls en artiste, ça me fait mourir de rire. Ouais, ponctuellement, effectivement. Ouais, il y a plein de petites races que je trouve trop cool. Après, tu peux tout jouer, Ciféa. Toutes les races peuvent être des Ciféas. Après, t'as des spécificités, c'est vrai que... Alors, je te propose maintenant qu'on aborde un des peuples les plus populaires, c'est les Seekers. L'armée des peuples. Ouais, alors tout le monde a envie de mettre des mandales, ça c'est un classique. Oui, à la base c'est ça. On a chauffé tout le monde avec le système de combat, tu peux faire des chaînages. Oui, à la base c'est ça. Après, c'est pas que ça. C'est aussi la justice, c'est aussi la police sur le continent. C'est pas juste des combattants, des guerriers qui vont au frachant et se taper contre la bête, quoi. C'est aussi des gens qui ont en eux... une vengeance intime, tu sais, quelque chose qui les ronge. Ouais, qui porte les fantômes du passé. Quoi. Ils sont pas tous des armures brillantes, c'est pas des paladins. Quoi. Moi, j'adore les personnages contre toute attente, tu vois, de jouer un enfant qui a pris les armes parce que la bête lui a pris ses parents. Ouais, c'est ça. C'est aussi un exutoire, quoi. Ouais, c'est cool. Ils vont à la mort. Alors, t'as des trucs hyper arcade, hein. Tu fais un Minotaur Seeker, en termes de points, c'est la folie, je crois. Oui, bon, un troll. Ouais, ça marche bien. Déjà, un orc et un lycan, c'est pas mal. Hein, c'est tanky. Hein. Mais un Minotaur, ça tape. Hein. Mais il y a des trucs plus fins à jouer. Hein. Tu peux jouer un enquêteur. Oui.
Il y avait un personnage vermineux, enquêteur, Ouais, Eddie, bien sûr, Eddie. Ouais. qui est plus en finesse. Là, du coup, on va. Ouais, tu vas rentrer tu déjoues les complots des MAD. Oui, c'est aussi la justice et la police. Donc, il faut se battre contre l'ennemi intérieur qui est les MAD. Et puis, il y a le vol, il y a tout ce qui existe dans la réalité. Ça existe encore sur le continent. Hein, Alors, c'est bien aussi quand tu commences aussi en jeune joueur, hein, non? Oui, oui, parce que c'est plus simple en fait. Tu vas te battre, donc voilà, tu mets tes compétences en baston et. C'est l'approche la plus D&D. Oui. Ouais, je pense. Hein, c'est la plus classique, on va dire. On a vu beaucoup de jeunes joueurs en convention aller soit vers ça, soit vers le Kaltan. Tu vois, te dire, ouais, je vais prendre un perso qui tape. Ouais, je prends une grosse épée, un bouclier, et puis j'y vais, quoi. Ouais, puis en même temps, là, il y a des fantasmes à jouer qui sont fantastiques. Ah, là. bien sûr. Ouais, tu peux jouer des trucs se énormes. battre contre la bête, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, c'est quoi ton top race alors en Sika? Moi, je dirais orc. Ok. Parce qu'ils sont un peu moins gaga que les trolls. Après, les trolls, c'est bien aussi, mais bon, un troll qui se bat, ça limite un peu le jeu, c'est dommage. Mais ouais, je suis d'accord. T'as les bannis, évidemment. Les bannis fantastiques. Qui, eux, sont là pour... c'est même l'occasion de se lâcher, quoi. L'occasion d'être violent. Le plaisir. Ouais, montrer que tu règnes. Il y a quelques nains. Ok, ouais, bien sûr. Les humains, toujours. Hein. Bien présents. Et alors évidemment les centaures qui eux ne pensent qu'à ça, c'est côté berserk un peu. Détruire la bête qui leur a tout pris en fait. Ouais, d'aller au front, récupérer leur terre à l'ouest. C'est ça, ouais. Moi j'aime beaucoup, tu sais, tous les outsiders. Donc tout ce qui est petite race. Oui. Tu sais, le mec qui se déplace au milieu de l'armée, mais il se déplace au niveau des genoux. Ouais. Les vermineux, les gobelins qui sont un peu paumés, qui ont le casque de travers. La fée insolite aussi, tu sais, qui espionne, qui met des cartouches. Ah oui, non mais chez les Seekers, on a cet aspect-là aussi, hein, l'aspect infiltration, pourquoi pas. Ça peut être un pendant aux MAD, tu vois. Les MAD infiltrent les peuples, oui, mais les Seekers peuvent infiltrer aussi les MAD, peut-être. Ouais. Derrière le paravent, comment tu vois ça pour le maître de jeu, quoi? Ah, ça c'est plus une question pour toi, Euro. Moi, ok. Derrière le paravent. Bah moi, je crois pas que je les utilise de manière pertinente. Tu vois, je crois que c'est une des allégeances que j'utilise le moins bien. Je l'utilise souvent un peu en trame de fond. Genre, attention, si tu fais des conneries, les Seekers vont venir. Je m'en sers souvent pour recadrer des joueurs qui partent un peu en sucette. Tu vois, comportement débordant. Je lui rappelle que c'est une police qui a pas de géol, que des mecs meurent au front à Tarkhan. Oui, c'est l'autorité. J'aime bien aussi quand les joueurs ils se votrent un peu, dans un certain luxe, tu vois, qui sont en train de se la régaler. Mettre des Seekers, qui sont édentés, éventrés, l'œil qui tombe, tu vois. Et leur faire peser un peu ça aussi, tu sais, des mecs démembrés qui leur tombent sur les épaules. J'adore les ruines d'Aran. Ouais. Les vétérans qui sont là, qui ne servent plus l'unification, Fujat, Mancho, qui ont décidé d'eux-mêmes de s'éloigner, de pas peser sur le reste. Donc ouais, je m'en sers pas très bien, tu vois. Je m'en sers. En plus, tu sais, j'ai une tendance à les présenter souvent comme incompétents. C'est les joueurs qui doivent assurer leur rôle. Bon, après, chez les Seekers, si t'es pas à Tarkhan, t'es incompétent. Ouais. Hein? Alors on a développé des PNJ sucrés salés à Tarkhan, donc c'est des mecs qui avaient envie d'être au front toute la journée, quoi, et qui y sont depuis 10 ans. Donc il y a quelques malades, il y a Gorok l'immortel, il y a des gars, il y a des gars qui sont fous. Hein. On va il y a du charisme et il y a de l'épée. Il y a de la testo à outrance. Non mais après les Seekers sont quand même importants dans la société civile, parce que s'il y a pas ça, il y a plus rien, quoi. Les super aventures Seekers, c'est quoi? Moi j'ai gros souvenir de tu t'avances sur les terres de la bête. Ouais, ça oui. Ça c'est. Mais là, t'es de l'autre côté là. Tu quittes la map connue. Après, tu commences à partir dans la puff. La chasse aux MAD, hein. La chasse aux MAD, ça tue. Donc, ça tue aussi. Ça c'était intéressant. Il y a des gros polars là à écrire. Ah là oui. Il y a les vraies intrigues parce que les MAD vont faire des trucs ignobles régulièrement, tu vois. Donc il faut quand même les surveiller. Ouais, non, il faut les Seekers, c'est nécessaire. Alors, je te propose d'avancer et d'aller vers ton allégeance favorite. Les Kaltan. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus que des hippies dans la forêt? Je sais pas. Oui, les Kaltan, ils sont proches de la nature, ils sont proches de Gaïa. C'est au sein des Kaltan qu'on va retrouver les chamans qui ont un lien direct avec Gaïa. Donc là, toute la dimension ultra mystique du jeu. C'est ça, avec toute une partie de l'entrevie. Peut-être qu'on développera
Un plus podcast tard, là-dessus, ouais, je sur pense que ça l'entrevie. peut être intéressant. Ouais. Et c'est tout le côté, oui, là, on se plonge dans le côté spirituel de Dernière Lune et tout le côté mystique. Ouais, alors là, ça a été hyper populaire en convention. Je crois que c'est le truc que tout le monde se sent de prendre en main rapidement. T'as un chasseur, un arpenteur, tu vois, un dresseur, les hommes de terrain. un archer, tout le monde voit ça. Hein. C'est hyper accessible. Carrément, ouais. Et puis, pourtant, il y a une profondeur de jeu, quoi. Oui, ben oui. Et puis c'est aussi les Kaltan, je pense que c'est ceux qui représentent le plus l'unification, parce que toutes les races viennent au sein des Kaltan avec leur savoir, avec leur culture, avec leurs histoires. Ouais, c'est ethno. C'est ça. Et donc c'est ce rassemblement-là qui fait que c'est cette alliance-là c'est l'alliance dans l'alliance en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est particulier, les Kaltan sont hiérarchisés en clans. C'est ça, ouais. Et sont pas vraiment tributaires de la hiérarchie Seeker ou de l'unification. Et c'est là où on retrouve la plupart des Lycans. Ouais. Puisque les Lycans ne se mêlent pas beaucoup. Se mêlent pas beaucoup aux autres. Ils ont suivi Kaltan, qui est le seul Lycan des 7. Et c'est vrai que c'est là où on retrouve la plupart des Lycans. Globalement, alors là, il y a plein de races super sympas à jouer en Kaltan. Oui, tout. Il y en a une à pas jouer, c'est le nain, je crois. Ils aiment pas trop. Non. Le nain Kaltan, tu passes pour un con, t'as des petites jambes, ils sont tout le temps en train de... Puis c'est surtout que les Kaltan et la vapeur, c'est pas... La technologie, ils aiment pas beaucoup les ça. mecs défoncent leur forêt. Ils aiment pas la technologie, ils aiment pas les villes, donc là, petit frottement interne d'allégeance, Kaltan Fuel, c'est clair que ça frotte. C'est complexe, c'est compliqué. Ils ont du mal à se comprendre. Mais sinon, oui, les orques, les Lycans, les Minotaures, beaucoup de Minotaures qui se sont ralliés au Kaltan aussi. Grave. Pas mal de races primitives, les ondins le long des fleuves et des rivières. Les ondins, les sauriens. Quelques elfes aussi. Ouais, bien sûr. Le Kaltan, moi j'aime beaucoup. C'est genre hyper populaire dans les joueurs. Comment tu t'en sers en PNJ, tu vois? Comment ça se passe pour le master? Qu'est-ce que tu fais avec les Kaltan? Je pense que c'est des guides parfaits, quoi. Ils connaissent tellement le terrain que... Ils sont parfaits pour ça. Tu pars à l'aventure, si t'as pas un Kaltan, quelqu'un qui connaît un petit peu le terrain, les endroits où passer, tu vas vite te retrouver. Moi, je m'en sers souvent aussi de l'éclaireur qui revient paniquer en disant c'est la merde. Oui, il y a les maths qui arrivent, il y a la bête qui arrive, c'est la panique. Ça, juste en un PNJ, d'un coup, tu fais bouger tout ton scénar. Ils sont intéressants aussi pour tracer les voies des convoyeurs. Donc, ouais. Puis ils sont au frachant tout le temps. Eux, ils vont pas dans les villes, ils ont pas de barrière et c'est face à face à la bête. Donc, et puis il y a toute la dimension chaman. Il y a toute la dimension spirituelle qui est vachement importante, qui permet aussi d'avoir des possibilités autres que le fer et la vapeur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi, un des trucs qui me plaît le plus perso dans les Kaltan, mais c'est depuis que je suis tout petit, c'est le côté exploration. Tu sais, c'est genre, on va taper de la map. Ouais, tu vois, genre, je regarde la carte, il y a des dessins, c'est joli, j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie que le MJ me raconte la lande, les voyages, les ciments neigés, les pics, les montagnes, les marais. Bien sûr. Je trouve que c'est trop cool pour ça. C'est des vrais voyageurs, quoi. Et puis, on a fait un vrai taf sur les potions, les poisons, ça aussi, bien sûr, floraison, le monde naturel. C'est pas juste une compétence. Ils le connaissent tellement que ils sont chez eux en fait. La nature, c'est chez eux. Allez, on avance. On va sur l'allégeance favorite d'Elo. Les Roufs Dark. Ouais, le gros sujet, les Roufs Dark. Alors là, ils sont les sentinelles de l'unification. Ça, c'est le truc où tout le monde se pose le plus de questions. On n'a pas trop de symétrie ailleurs dans d'autres univers singuliers. Vas-y, Fabrice. C'est le peuple que tu rejoins, non pas par choix, mais parce que tu es Rouf Dark. Tu nais Rouf Dark et tu n'as pas d'autre choix. Ça, c'est super intéressant. Déjà, tous les Rouf Dark sont, a priori, en l'an 10, quand tu joues, descendants d'un des 7, de Néphilim lui-même. Exactement. C'est déjà fils d'un des 7. Il porte le gène de Néphilim Rouf Dark. Les yeux améthystes. C'est ça. Et ils ont ça de particulier qui ressentent la bête. Ils vont traverser différents états. Alors là, c'est super cool à jouer. Ouais. C'est un gameplay très particulier. Le maître de jeu peut prendre le contrôle de ton perso. Oui. Il va falloir que tu définisses aussi une façon de faire progresser ton personnage, parce que tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas perdre le contrôle. Alors ça, c'est le truc qui passionne tous les gothiques. Je joue un personnage qui va vers une mort inéluctable. C'est ça. À ce jour, la mort est inéluctable. Ou folie. Ouais, mort ou folie. Ouais.
Tu peux t'arrêter juste à la folie, quoi. Mais oui, de toute façon, oui. C'est malheureusement, Moi, j'aime bien en campagne, tu sais, dans le groupe. Au début, le Rouf d'Arc est mystérieux. Tu sais, tout le monde est là, oh, il est beau gosse et tout, il a un peu la mèche, tu sais. Et puis, d'épisode en épisode, il fait des trucs dégueulasses. Il commence à faire flipper tout le groupe. Et j'adore le moment où les mecs dans le groupe commencent à échanger des regards inquiets. Tu sais. Quand ils commencent à se manger les doigts, ouais, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Putain, il se scarifie beaucoup. Et si on l'attachait ce soir? C'est ça. Si ce soir, on lui mettait une muselière. On a récupéré la chaîne. Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir tes armes durant la campagne? Tu vois, moi en ce moment là, j'ai des joueurs, ils sont ça, ils mettent la pression en disant, mais je sais pas si t'as besoin de porter tout le temps ton armure parce que faut que tu comprennes si tu te retournes contre nous. Ouais, il va dormir dehors lui ce soir. Alors le Rouf d'Arc va passer par 3 phases différentes qui vont altérer ses caractéristiques et qui vont faire de lui quelque chose de plus en plus sauvage, de plus en plus proche de la bête. Qui se rapproche de plus en plus de la bête. Ouais, de moins en moins humain, de plus en plus puissant. Il va devoir faire un choix aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que je m'accroche à mon humanité ou est-ce que je cède et je vais rejoindre la bête? Ouais, puis t'es traité comme un paria depuis tout petit. C'est ça. Et c'est pour ça que la plupart préfèrent rejoindre ce qu'on appelle les grouilloirs, qui est un endroit très particulier où les Rouf d'Arc semblent être attirés bizarrement. Alors là, pour les races, pas beaucoup de choix. Non. Non. On a les humains. Tout à fait. On a les elfes. Tout à fait. Les andins. Bonne réponse. Merci. Et la cachée, dont on... Et celle qui est interdite. Ouais, la blasphématoire, le banni. Les bannis. Ouais. Et effectivement, le banni étant de nature belliqueuse, ces démons ayant chassé toutes les races, c'est pas les plus enclins à résister à l'appel de la bête. C'est ça, il y a pas de chance que... Ils s'y abandonnent relativement vite. On découvrira dans le tome 2 des livres de nouvelles pourquoi. Oh. Ouais, je dévoile. Tu dévoiles. Ouais, je dévoile un peu. Les Rouf d'Arc, c'est certainement un des trucs qui fascinent le plus. Alors, un public très féminin sur les Rouf d'Arc historiquement. Ouais, de souvenirs en convention. Beaucoup de filles attirées par cette dramaturgie. C'est les plus tragiques. Hein. Ouais. Très honnêtement, ils ont une ligne d'existence qui est catastrophique, les pauvres. Ouais. Et puis, c'est la jeunesse aussi. Hein. Oui, parce qu'ils sont tous très très jeunes, la plupart. Fils de Néphilim, ouais. Donc... Comme on est à Landis, effectivement. Ils ont rarement plus de 20 ans. Quoi. Alors, je crois qu'en plus, là, on a le mode hardcore du jeu. C'est-à-dire quand tu joues en Rouf d'Arc et que t'es ondin. Non? Oui. Là, si tu aimes la difficulté, si t'as envie d'en chier ta race, joue un ondin Rouf d'Arc. Ah oui. Pourquoi? Parce que t'as pas d'autre choix que de replonger et de retourner vers la bête aquatique, j'imagine. Ouais, c'est terrible. Ou de crever dans une rivière ou dans un égout. Quoi. Ouais, de dessécher dans le désert, si tu veux. La terre ne veut plus de toi, la mer non plus, l'unification non plus. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette optique-là, mais c'est vrai que Ondin Rouf d'Arc, c'est pas possible. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est tellement dur. Ouais. Tu es amateur de Die and Retry, tu as fait toute la série des Dark Souls. Prends un groupe d'Ondin Rouf d'Arc et galère à chaque campagne. C'est la merde. Dès que t'arrives dans le désert du Nanchero, t'es en pression. Ah oui. Je pense pas que tu en ressortes. Ils se mangent entre eux, je pense. Ok. Moi, j'aime beaucoup les Rouf d'Arc, c'est très très cool. Comment tu t'en sers en tant que maître de jeu? Sentinelle. Ouais, Sentinelle, tu mets la pression, le Sentinelle, warning. Et puis pression sur le groupe aussi. Bien sûr, la bête arrive, la démence. Mais même sans la bête, le Rouf d'Arc en lui-même est une pression suffisante pour le groupe. Parce que tu sais jamais comment il va réagir en fait. Ouais, moi je vais adorer aussi quand j'ai mon personnage en Rouf d'Arc en solo, jouer avec lui toute une série de scènes avec des personnages et puis amener la caméra sur les autres membres du groupe et capter qu'il parle tout seul. C'est ça. Tu vois, je prends mon temps à démontrer que ce perso est taré en tant que maître de jeu. Tu vois, c'est un truc que j'adore sur le Rouf d'Arc. Très difficile à jouer par contre. Très difficile à jouer. Nous, c'est ce qu'on conseille d'aborder un peu en dernier dans Dernière Lune. Tu te sens de faire un Rouf d'Arc, prends ton temps, c'est pas facile à jouer. C'est complexe parce que tu plonges dans l'intimité du personnage en fait. C'est beaucoup moins drôle que tu peux jouer tous les autres personnages de façon assez légère. Ouais, bien sûr. Rouf d'Arc, c'est plus compliqué. Tu peux, j'imagine. C'est un peu plus compliqué. Moi, tout court, en tant que master, j'apprends toujours. Parce que tu vois, il faut que ça matche entre nous, quoi. Tu vois, faut pas frustrer le joueur. Il faut que ça apporte quelque chose. Faut que ça raconte l'histoire d'une descente aux enfers. Faut que ce soit pas juste une frustration, genre je joue ton père. C'est vraiment l'aventure intime, Rouf d'Arc. Allez, on a gardé le meilleur pour la fin. On sait qu'ils ont beaucoup de fans. On va parler des MAD. Alors, sujet sensible.
une partie des humains, Ouais. 4,4% de la population, je crois. Joli. Ouais, c'est assez précis, a décidé qu'elle ne voulait pas crever pour les trolls, les fées, les races débiles, en se disant mais non, c'est la fin, on peut pas confier notre destin à ces races stupides. C'est ça. Je pense que ça, c'est la base des MAD. C'est se dire les humains sont la race supérieure du continent, il n'est pas question qu'on se sacrifie pour les autres. Preuve en est, dans les 7, il y a déjà... Quasiment que des six humains. Déjà, humains, quoi. quoi. Ouais, 6 humains. Et puis c'est surtout que MAD a disparu. Alors là... Enfin, Je vais museler Fabrice dans le studio, on a promis un podcast sans spoiler, mais globalement... ouais, il est plus avec les 7. Il est où, MAD? C'est une vraie question. Alors, comment ça se passe quand on choisit cette allégeance? Alors déjà, on s'arrange avec son maître de jeu avant la partie. Ouais, bien avant la partie. Commence pas à faire ça à ton maître de jeu le soir où il y a tout le monde à table en disant « je jouerais bien un MAD qui vous mettrait une quenelle Voilà. ». Tu prends le temps d'appeler ton maître de jeu quelques jours avant. C'est ça. Et puis surtout, tu vas devoir jouer un profil qui n'est pas le tien, c'est-à-dire... un alibi, quoi. Eh oui, une allégeance qui n'est pas la tienne. Donc le soir, t'es là, bon bah je fais un marchand. C'est ça. Et puis alors, encore une fois, un personnage très compliqué à jouer parce que tu vas devoir jouer un double rôle. Et ce qui est amusant, parce que c'est vrai qu'on est dans une dernière lune, c'est l'unification, c'est l'alliance. Pour une fois, on va pouvoir jouer quelqu'un qui est contre les joueurs. Ouais. C'est Alors là, il y a des super dualités. Il y a des persos deep de ouf. Tu peux jouer un MAD repenti. C'est-à-dire un mec qui a quitté les MAD, sûr, tu vois, et qui est un peu en train de se dire putain, mais en fait, l'unification, c'est cool, ils ont raison. Tu pourrais jouer une table qu'avec des MAD. Ah, ça serait quelque chose. Ça, c'est cool, hein, non? Ouais. Là, c'est le gros gang. Oui, parce que tu peux vraiment aller foutre la merde où tu veux. Voilà, tu te régales. Tu joues contre l'unification. Puis en plus, tu n'as pas besoin de jouer un double rôle avec les mecs à ta table. Donc là, NG+, il y a pas mal de trucs. Groupe, quoi. Il y a pas mal de trucs à faire avec les MAD. Intéressant aussi, c'est le MAD qui commence MAD, mais qui va petit à petit se poser des questions. Et éthique et morale, et basculer. Et basculer petit à petit et se dire finalement peut-être que je... c'est incroyable parce que t'as deux jeux à la table. T'as le jeu avec ton groupe, puis toi t'as le jeu avec uniquement ce joueur. Quoi. C'est pour ça que les MAD aussi c'est compliqué à jouer. C'est compliqué. Quel danger d'incarner un MAD? Si tu le joues pas bien de t'emmerder. Ouais. Peut-être des fois niquer la saison de tes potes parce que tu vas les assassiner, que t'es dans une échelle un peu personnelle, il faut faire attention à ce que ça raconte. Quoi. Ouais, il faut pas casser le jeu non plus. Faut pas le faire au bout d'une campagne de 10 ans. C'est pour ça que c'est compliqué de jouer un MAD parce qu'il faut aussi être à l'écoute du groupe. Quoi. Tu peux les embêter, leur mettre quelques bâtons dans les roues. Après, c'est bien aussi de jouer avec ton groupe. Donc, la meilleure façon de jouer un MAD, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des défis qui les attendent et peut-être des erreurs qu'ils ont commises. Ouais. Moi, en tant qu'MJ derrière le paravent, c'est mon meilleur opposant. Je m'explique. Ouais. Soit j'attaque vraiment factuellement avec les MAD, soit on a toujours l'impression que c'est eux les coupables. Tu vois. Ça, donc, c'est ma meilleure piste, qu'elle soit vraie ou fausse. Tu vois, genre en tant que master, c'est génial. Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est parce que selon les peuples, tu les joues pas pareil en tant que MJ ou en tant que joueur. Ouais. Il y a vraiment l'impact est vraiment très différent. Donc c'est vrai que le MAD pour le MJ, c'est un bon argument pour mettre la zizanie. Bien sûr. Pour un joueur, faut faire attention, faut peser, quoi. Très facile, si tu veux mon avis en tant que maître de jeu dans une campagne, d'insérer des MAD qui deviennent leurs potes. Ouais. C'est facile. Les mecs ils voient beaucoup de gars, donc tu sais, t'es là, ouais, c'est un minotaure, il est forgeron, tiens, voilà, ouais, c'est un boulanger, il est humain. Le mec, en fait, ça y est, tu l'as passé ton MAD, c'est devenu ton pote, tu vas, et au fur et à mesure, dans la campagne, tu vas te dire, putain, mais comment ils font pour toujours avoir un tour d'avance sur nous? Et je trouve que c'est très facile d'infiltrer un espion humain au milieu de l'unification. C'est pour ça que jouer un humain de base, c'est suspicieux. Ouais. À tout moment, tu as quelqu'un qui est MAD. Moi, j'adore. Tu sais, c'est un aimant APJ. Si je veux les amener quelque part, je fais un humain qui fait un truc louche et qui s'isole. C'est ça. Ouais. Les PJ viennent comme du miel. Tu vois, genre en se disant, mais ouais, c'est pas un MAD, c'est enculé. Il est humain, lui, là-bas. Donc,
Oh là là, j'entends le générique qui pointe le bout de son nez. Merci à toi Fabrice, c'est déjà merci. la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur les allégeances et qu'on a stimulé chez vous de l'envie. Difficile d'être exhaustif et de faire le tour de tout. On revient bientôt avec un nouvel épisode. Merci à vous, des bisous, au revoir citoyens de l'unification. Au revoir.